Je vous parcours les applications spatiales rapidement. Bon, on les découpe souvent en quatre grandes familles, symbolisées par ces images. L'observation de la Terre. Donc, vous aurez un focus de Philippe Gamet la semaine prochaine. Observation de l'univers, vous aurez un focus là-dessus sur la deuxième demi-journée. Les télécoms, dont on a parlé tout à l'heure, avec ce symbole finalement de satellite sur l'arc géostationnaire, on l'a dit, qui est vachement utilisé en télécom. Et toutes ces orbites intermédiaires là qu'on voit, ça c'est en fait tout ce qui est navigation, et qui est maintenant, aujourd'hui, on est tous équipés. J'ai mon téléphone là devant moi pendant que je vous parle. Voilà, les terminaux de réception de navigation par satellite sont partout aujourd'hui. Donc je continue, hop, si ça veut bien. Donc télécom, je vous propose de passer très vite là-dessus. Donc il y a tout ce qui est télé, donc ça c'est les antennes sur votre toit typiquement. Tout ce qui est transport, qui utilise énormément les télécommunications, ces fameux téléphones par satellite, qui ont cette capacité assez exceptionnelle finalement de rendre la personne qui la possède joignable partout. Et ça, c'est pas possible autrement, il faut être clair. Voilà. Donc c'est grand bande d'applications, comme je vous le disais. Aujourd'hui, les lancements commerciaux, donc les entreprises qui vendent des services basés sur des satellites, c'est en majorité des télécoms. Et avec l'Internet qui arrive en force aujourd'hui, et très probablement des systèmes de fournisseurs Internet par satellite à échelle globale. C'est ça la magie du satellite. J'espère vous l'avoir fait attraper. Ça quand même, c'est le fait que il suffit de lancer donc 10, 15, 20, 30 satellites sur des orbites moyennes, et vous avez toujours un ou plusieurs satellites visibles depuis un point au sol. Donc s'il y a une capacité de télécommunication, où que vous soyez sur Terre, vous serez en capacité de télécommuniquer. Et ça, c'est exceptionnel. Alors après, tout ce qui est navigation, donc là, peut-être je prends un peu plus le temps parce que ça ne va pas être réabordé par la suite. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, il y a vraiment deux choses liées à tout ce qui est nav, navigation, donc c'est tout ce qui est détermination de sa position. Donc, il y a déjà le fait de connaître sa position, d'accord, hyper important pour un avion qui se pose, pour une voiture qui se déplace. Alors c'est tellement naturel maintenant pour nous. J'ai des gosses, voilà, papa, tu mets le GPS dans la voiture. Bon, voilà, c'est complètement intégré, fusionné dans nos modes de vie. On n'y fait plus attention, mais bon, c'est totalement dépendant du satellite. Et après, il y a tout un autre sujet qui n'est pas à la connaître, sa position, mais qui est de la donnée. Donc je détermine ma position avec un terminal de navigation, et je l'envoie. Et ça a vraiment des applications un peu uniques. Donc là, le bateau, bon, c'est le Vendée Globe, quoi. C'est l'accident qu'il y a eu pendant la dernière édition, où je veux dire, la personne qui a été sauvée ne doit sa vie qu'au fait qu'il ait pu donner sa position, parce qu'on n'allait pas ratisser pour lui l'océan austral. Il était sous le Cap Horn, si je me rappelle bien. Donc c'est vraiment hyper important d'être en mesure de donner sa position et de la communiquer. Donc là, on voit que sur un sujet comme ça, finalement, il y a vraiment deux croisements d'applications. C'est connaître sa position et être capable de la communiquer, justement pour que ce soit utile, que ce soit pour du sauvetage ou pour, vous voyez cette carte là que vous avez sur la droite, c'est un suivi de la migration des oiseaux. Bon, je veux dire, aujourd'hui, personne sur Terre est capable de faire une carte comme ça. Donc j'étais sur les applications donc de navigation, et vous montrer qu'elles étaient quand même des fois parfois un peu imbriquées, ces applications. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer la connexion entre navigation et télécommunication. Alors après, voilà, un grand pan d'observation qui est l'observation de l'univers. Donc je ne vais pas y rester dessus longtemps parce que c'est un peu l'objet de la deuxième journée. Mais je vous ai abordé ça rapidement tout à l'heure. Un gros souci qu'on a quand on fait de l'observation depuis la Terre, bon, déjà, c'est qu'on est sur un point fixe au sol alors que la Terre tourne. Donc si vous voulez fixer un objet longtemps, c'est compliqué. Typiquement, on ne peut pas le faire plus de quelques heures. Et après, l'autre grand problème, c'est bien entendu l'atmosphère, qui est opaque sur toute une partie du spectre électromagnétique. Et donc, finalement, on ne peut regarder, alors c'est déjà pas mal, mais que dans le domaine dit visible, dans le domaine radio. Tout ce qui est infrarouge, rayon X, rayon gamma, qui sont autant de vecteurs d'information en observation de l'univers.
Et moi, je viens de là, je faisais de l'astronomie dans le domaine gamma. Donc, on a souvent dans l'astronomie, on a des instruments qui sont faits par classe de longueur d'onde quelque part. Et donc, un télescope gamma, ça n'existe pas au sol parce que l'atmosphère est totalement opaque. Donc là, il y a un énorme intérêt d'aller dans l'espace, donc deux gros intérêts, sortir de l'atmosphère et avoir une capacité d'observation qui est largement meilleure parce qu'on peut pointer le satellite sur une cible fixe, alors que ce n'est pas possible de le faire depuis le sol. Autre grand enjeu, on l'a abordé à travers les sondes et le fait de s'extraire éventuellement de la gravitation terrestre pour aller se rendre quelque part. Bon, mais on comprend bien que c'est beaucoup mieux de regarder Mars depuis Mars que de le regarder depuis la Terre. Donc là, il y a tout un pan en fait de la science qui est faite en observation de l'univers, qui est très particulière et qui est l'exploration du système solaire, où on va faire de la mesure in situ, c'est-à-dire qu'on se rend à l'endroit où on veut mesurer. Et avec notamment ce robot Persévérance, je trouve cet exploit technique assez hallucinant, hein, qui est d'aller poser un robot à des millions de kilomètres, avec tous les enjeux dont je vous ai parlé, qui restent encore vrais, c'est-à-dire que l'autonomie du système, sa robustesse, le fait qu'on ait des minutes entre le moment où vous envoyez une télécommande et où la télécommande arrive sur Mars, il se passe des minutes. Donc il n'est pas question de dire au robot, vas-y, avance. Il avance pendant 10 minutes et le temps que vous lui dites arrête-toi, il s'arrête. D'accord. Donc il y a une vraie forme d'intelligence et d'autonomie dans ces systèmes qui sont liés à cette spécificité de l'éloignement, de la dangerosité, de la criticité du système. Et j'ai trouvé ces trois petites photos assez amusantes. On aurait pu vous montrer, si vous étiez venu, mais vous allez me faire confiance, juste à côté de la cantine, il y a ce terrain d'entraînement là, martien, qui est en fait, je crois que on appelle ça de la pouzzolane, c'est la roche volcanique, qui est juste derrière la cantine. Vous auriez pu l'observer depuis votre repas, on va dire. Et donc, bon, on parlait de robotique, de spécificité de ces systèmes robotiques. Donc, on les entraîne effectivement au sol à rencontrer des obstacles qui ressemblent à ceux qu'on voit sur Mars. Et vous voyez la proximité assez évidente là, entre le robot qu'on a utilisé il y a une dizaine d'années à Toulouse, au CNES, sur un terrain d'entraînement martien, celui qui est aujourd'hui en vrai, et ça c'est quand même assez incroyable, je trouve, sur Mars, en train de faire des mesures avec une partie des opérations qui sont faites depuis Toulouse. Hein, là, moi, je suis dans mon bureau au CNES, là, à quelques mètres de mon bureau. Il y a un centre d'opération qui communique avec ce robot qui fait faire les opérations à Supercam, qui est l'espèce d'œil qu'on voit sur le mât du robot. Là. Voilà, donc ça c'est pour un peu illustrer les challenges techniques, parce que là, on est quand même des techniciens au CNES associés aux challenges scientifiques que sont l'exploration du système solaire. Et on voit donc ce robot à 6 roues. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si on en mettait 3, il pouvait tomber sur le côté. 4, ça pouvait être compliqué. Et finalement, 6, c'est le bon compromis. On ne va pas en mettre 12 si ce n'est pas nécessaire. Et 6, c'est le bon compromis pour pouvoir se déplacer dans un milieu assez hostile, assez peu connu, et de manière fiable sans se renverser. Je ne détaille pas ça, donc je reviens très très vite sur la défense. On a parlé de l'installation du commandement de l'espace à Toulouse. Et je vous réaffirme que les militaires sont des consommateurs de moyens spatiaux pour les opérations terrestres ou navales. On parlait de communication, de positionnement. On positionne le bateau de la marine marchande avec du GPS ou du Galileo. C'est la même chose pour les avions, pour les bateaux militaires. Et après, il y a des vrais enjeux de renseignement qui dépassent un peu le cadre de ce qu'on pourrait faire dans le cadre civil, avec en général des observations, des instruments d'observation dans le domaine militaire qui sont on va dire à la pointe de ce qui se fait en termes de capacité, de résolution spatiale, de résolution spectrale, et de capacité d'observation, c'est-à-dire qu'ils sont dédiés. Il y a des moyens d'observation, de renseignement dédiés à la défense pour que les militaires puissent s'en servir pour leurs besoins propres uniquement quand ils le souhaitent et observer les zones qu'ils souhaitent. Et après les télécoms, c'est une fois de plus. Donc la défense finalement est un utilisateur transverse de tout, quasiment de toutes les applications. Et après là, on arrive à l'observation de la Terre, et c'est peut-être là que je vais
que je vais m'arrêter pour pas prendre tout le temps. Je vous montre juste, pendant qu'on se parle, peut-être pendant que je prends les questions. Comme je vous le disais, vous allez avoir 1 heure de présentation de Philippe sur ce sujet. Bon, mais aujourd'hui, clairement, notre terre, on la connaît de mieux en mieux. Et on est capable euh, de comprendre la météo, de comprendre son évolution, le changement climatique, son évolution à court terme, à long terme, la sécheresse, les incendies, l'évolution des calottes polaires, la montée du niveau des eaux. Je vous cite les choses comme ça, là, un peu à la volée, mais pour faire comprendre que énormément de sciences à l'observation de la Terre est d'origine spatiale, et ça, vous allez le découvrir un peu plus en détail donc la semaine prochaine. Et je m'arrête là.